J'aimerais ce matin soulever avec vous quelques-uns des défis courants que doivent relever le milieu des arts et de la culture au Canada. Aborder aussi un petit peu l'évolution du marketing des arts et du développement de public en général. Vous présenter ce qui est un petit peu le cœur de la présentation ce matin, une nouvelle tendance qui touche le marketing et le développement de public, qui a pour titre « L'engagement du public envers les arts ». J'aimerais aussi aborder brièvement les rapports entre les municipalités et leurs organismes artistiques autour d'intérêts communs, et puis clore tout simplement avec quelques recommandations de lecture avant de pouvoir répondre à vos questions, et vous pourrez m'adresser vos questions en anglais sans problème. Certainement, en termes de défis courants, un des enjeux les plus importants pour les arts et la culture, et vous allez l'aborder tout au long du sommet, c'est l'adaptation aux nouvelles tendances de consommation des arts, qui se fait beaucoup, évidemment, par l'entremise des nouvelles technologies. Le fait qu'on ait accès à des services comme illico, Netflix à la maison, fait en sorte que lorsqu'on arrive à la maison après une dure journée de travail, et même si on a une paire de billets pour aller au théâtre ce soir-là, on regarde notre divan, on regarde notre coussin préféré, on regarde notre petite couverture préférée qui nous attend sur le divan, et soudainement, parfois, il y a une émission à la télé ce soir-là, une série qu'on ne regarde jamais, mais pour une raison quelconque, regarder cet épisode-là ce soir-là est extrêmement important. Et on préfère regarder l'épisode que finalement sortir. Fait qu'il est certain que ça constitue un enjeu et une source de concurrence pour les arts. Il y a aussi les réalités sociodémographiques changeantes que je vais aborder tantôt, qui constituent un défi. Donc, la solution à ces enjeux de base-là, c'est pour les artistes et les organismes artistiques d'être un petit peu plus transparents. C'est-à-dire que l'époque où on créait une œuvre, créait un spectacle, montait une exposition, qu'on écrivait un recueil de poésie et qu'on faisait ça dans une sorte de bulle artistique à l'intérieur de laquelle on laissait pénétrer personne du tout. On ne parlait jamais de l'œuvre en développement. Cette époque-là est maintenant révolue. Il est important pour les organismes et les artistes de laisser pénétrer le public à l'intérieur de cette bulle créative-là. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On engage un dialogue de façon à ce que les arts soient un petit peu plus appréciés quand on parle de ce qu'on fait, quand on introduit les gens à ce qu'on fait, quand on explique ce qu'on fait, on se rend beaucoup plus accessible. Autre défi du milieu artistique canadien, c'est qu'il y a à l'heure actuelle beaucoup plus d'offres qu'il y a de demandes pour le produit artistique culturel. Juste dans ma communauté, à Sudbury, ici en Ontario, une ville d'à peu près 150 000 personnes de population, une communauté francophone d'à peu près 30-35 %. Quand je suis déménagé là, en 2004, il y avait 2 compagnies de théâtre professionnelles. 10 ans plus tard, ou à peu près, il y a 2 compagnies toujours, mais 4 nouvelles compagnies en développement. Donc, vous avez sans doute noté aussi cette augmentation-là chez vous. Nouvelles galeries d'art qui ouvrent, nouvelles maisons d'édition, même dans le secteur privé, une nouvelle salle de cinéma, un nouveau bar qui présente des artistes live en soirée. Tout ça fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'offres, non seulement par l'entremise de la technologie, mais même pour les spectacles en direct. Autre défi, qui ne vous surprendra certainement pas, c'est celui du financement public. Certainement, au niveau fédéral et au niveau provincial, la règle générale, les budgets pour les arts et la culture qui sont alloués par les conseils des arts n'augmentent pas, et ça depuis plusieurs années.
De fait, dès cette année, les organismes, les artistes qui bénéficient de subventions du Conseil des arts du Canada doivent tous s'attendre à des réductions de leurs subventions. La raison pour ça, ce n'est pas parce qu'il y a eu une coupure récente au budget du Conseil des arts, mais parce que le Conseil des arts veut redistribuer un petit peu les argents qu'il y a de disponibles vers des nouveaux clients, vers des nouveaux organismes artistiques, vers des nouveaux artistes. Donc, on essaie, un petit peu comme le beurre de peanut, de l'étendre un petit peu plus pour couvrir une plus grande superficie de la tranche de pain. Okay. Autre chose aussi, le gouvernement fédéral dit qu'il n'a de fait pas vraiment coupé dans les arts et la culture depuis qu'il est là, le gouvernement actuel, s'entend, de fait qu'il a augmenté, mais quand on regarde en réalité ses actions, on constate qu'il a coupé au moins de 10 % dans ses propres organismes culturels, donc Radio-Canada, l'ONF, par exemple. Industrie Canada, qui a décidé de ne pas renouveler des subventions à plusieurs événements artistiques, et il y a sans doute certains de ces événements-là dans vos communautés qui ont été affectés. Bonne nouvelle, par contre, de votre côté, du côté des municipalités, il y a eu une augmentation du financement. Donc, vous pouvez vous donner une bonne tape sur l'épaule. Par contre, vos investissements ont été surtout vers vos propres infrastructures artistiques et culturelles. Donc, les lieux que vous gérez vous-même, que ce soit des salles de spectacle, bibliothèques, musées, peu importe, c'est là où, semble-t-il, selon les études, vous avez investi, en grande partie, cette augmentation de revenus. Il y a aussi le plafonnement des publics. C'est-à-dire qu'on note depuis déjà un bon bout de temps que le nombre de consommateurs d'art et de culture plafonne. Je vous donne quelques chiffres au niveau des arts de la scène en particulier. En 2008, au Canada, on notait qu'environ 13,6 millions de personnes avaient assisté aux arts de la scène, et 2 ans plus tard, on était à 13,9 millions. Et on a aussi noté une légère diminution du taux d'assistance moyen aux arts de la scène. Les défis sociodémographiques aussi. Évidemment, la population canadienne vieillit. Okay? Ça affecte l'ensemble des communautés canadiennes, à peu près sans exception. Pour les arts et la culture, ça, ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle au tout début, essentiellement parce que souvent, en vieillissant, on découvre des nouvelles formes artistiques, et surtout les arts plus classiques. L'opéra, la musique classique, la danse, le théâtre. Souvent, les gens découvrent ces disciplines-là un petit peu plus tard dans leur vie. Et évidemment, ils le découvrent à un moment aussi où souvent ils ont accès à plus de revenus. Les enfants ont quitté la maison, les études sont payées, et on a un petit peu plus de temps à investir dans les arts et la culture. Par contre, ce qu'on note, c'est que plusieurs organismes artistiques ont beaucoup de difficultés à renouveler ce public-là. Une fois que les gens quittent pour une raison quelconque, on a de la difficulté à les remplacer. Tous les organismes artistiques veulent renouveler, rajeunir leur public. Le problème, c'est que plusieurs d'entre eux entretiennent très peu de liens directs avec cette jeunesse-là. Et cette jeunesse-là n'est pas totalement insensible aux arts et à la culture. Ils en consomment beaucoup en ligne. Par contre, elle est très sélective. Les jeunes, puis quand je parle de jeunes, je parle d'adolescents, jeunes adultes, début de vingtaine, les jeunes sortent en groupe. Et lorsqu'ils sortent, ils font leur choix basé sur les connaissances qu'ils ont de l'organisme artistique et du produit artistique qui est proposé. Ils sont aussi à la recherche d'une activité ou d'une approche qui va être un petit peu plus sociable. Ils aiment socialiser. Donc, si tout ce que vous faites comme présentateur de spectacles ou d'événements artistiques, c'est de dire aux jeunes, venez, et aussitôt que l'événement artistique est fini, vous les mettez à la porte, il y a peu de chances qu'ils reviennent une deuxième fois. Et c'est la même chose pour à peu près tous les publics. Si l'expérience artistique proposée est la suivante, viens, assis-toi,
ne dit plus un mot, la représentation est finie, va-t'en. Dans ce genre de circonstances-là, la plupart des gens ne retournent pas. Si votre conjoint ou votre conjointe vous traitait de cette façon-là, vous seriez déjà divorcé depuis quelque temps. Aussi, évidemment, l'immigration. L'augmentation de la population au Canada, partout, va venir de l'immigration. Et le défi pour la plupart des organismes artistiques, c'est que les organismes artistiques canadiens s'inscrivent beaucoup dans une démarche ou des sources européennes. Et évidemment, une bonne partie de l'immigration prochaine et courante déjà au Canada n'est pas de source européenne. Donc, comment est-ce qu'on va faire en sorte que ces liens-là se tissent entre nos institutions artistiques et culturelles qui sont là depuis longtemps, qui offrent un certain type de produits depuis longtemps, et une population qui, elle, est en changement, qui n'a pas nécessairement les mêmes références culturelles que ces organismes, que ces artistes-là. La présidente du Conseil québécois du théâtre a fait une sortie en avril, donc il y a juste quelques semaines passées, où, selon elle, le milieu politique, milieu des médias semblait mépriser les arts et la culture par les temps qui courent. Dans les faits, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a maintenant plus d'émissions vouées à la cuisine qu'aux arts, à la télé et à la radio. On aime parler de nouvelles recettes avec Gordon Ramsay, plutôt que nécessairement regarder un opéra ou un spectacle de danse qui est rediffusé à la télé. Les sources, quand elle a mentionné ça, la présidente du Conseil québécois du théâtre, je me suis interrogé à savoir si elle avait raison. J'ai donc fait un petit peu de recherche. Vous vous souvenez sans doute de cette déclaration de M. Harper au moment de la campagne électorale de 2008, où essentiellement il se prononçait sur les artistes qui participaient à des galas comme les Junos, comme La Disque, et qui trouvaient essentiellement que les artistes se plaignaient le ventre plein. Il y a eu ensuite la célèbre, pour ne pas dire notoire, entrevue de Krista Erickson de Sun News avec Margie Gillis. Margie Gillis, que vous connaissez sans doute, grande dame de la danse contemporaine, chorégraphe, danseuse. Et Mme Erickson a demandé à Mme Gillis de justifier, au cours de l'entrevue, tout le financement public qu'elle avait reçu depuis le début des années 90. Pour Mme Erickson, ce n'était pas clair pourquoi les gouvernements soutenaient des gens qui faisaient des mouvements de bras sur scène et pourquoi, donc, dans ces conditions-là, Margie Gillis, qui fait des mouvements de bras sur scène, devrait recevoir du financement public. Plus récemment, je ne suis pas un supporter de Justin Trudeau, je le mentionne tout de suite. Par contre, quand Justin Trudeau a été élu chef du Parti libéral récemment, les conservateurs ont sorti tout de suite, dans l'espace de quelques heures, 2 publicités négatives pour démontrer, selon eux, pourquoi Justin Trudeau ferait un mauvais premier ministre. Ils ont énuméré un paquet de raisons pourquoi Trudeau ne devrait pas être premier ministre, et parmi ces raisons-là, il y a le fait que Justin Trudeau a enseigné le théâtre pendant 2 ans. Je ne sais pas si vous avez parmi vous des amis qui travaillent en théâtre, des enseignants en théâtre. Peut-être que votre conjoint, votre conjointe enseigne le théâtre, fait du théâtre amateur. Il me semble qu'il y a d'autres choses à dire à propos des qualifications de quelqu'un que juste mentionner son intérêt pour les arts comme étant quelque chose de négatif. Donc, dans un tel contexte où la concurrence est importante, où l'offre excède la demande, il est temps pour les organismes et les artistes de vendre leurs produits. Donc, on ne peut plus se contenter de juste afficher une affiche, afficher ou prendre une annonce dans le journal ou à la radio locale. Il faut vraiment vendre son produit. Et on doit vendre son produit pour se démarquer de la concurrence,
pour laisser savoir à la communauté qu'on dessert qu'on existe, et aussi pour cultiver des rapports avec nos clients. Il faut donc aller à la rencontre des publics. On ne peut pas s'attendre, à titre d'artiste ou d'organisme artistique, d'être assis derrière un bureau, un pupitre, assis dans son atelier, et de penser que le public va de lui-même, spontanément, de façon magique, s'intéresser à ce qu'on fait. Il faut vraiment aller à la rencontre des publics. Et ça se fait aussi en rencontrant des histoires intéressantes. Si je suis artiste, j'aimerais peut-être parler de pourquoi je fais ce que je fais. D'où vient mon intérêt pour ce que je fais? Qu'est-ce que j'essaie de dire avec ce que je fais? Si je suis un organisme artistique, et vous en avez sans doute dans vos communautés qui ont une riche histoire, de nombreuses réalisations, des bons coups, mais dont ils parlent très peu. Ça semble toujours être une sorte de chasse gardée, on ne parle pas de nos bons coups. Ça aussi, c'est révolu. Il faut parler de ces choses-là. Et parfois, les histoires peuvent être aussi plus intéressantes. Ici, à Ottawa, il y a le centre de théâtre francophone qui s'appelle la Nouvelle Scène, qui est présentement en reconstruction sur l'avenue King Edward, ici. Et comme tout bon théâtre, il y a des histoires de fantômes, de liés au lieu. Ça fait que je vous en rends compte une tout de suite. Une artiste qui travaillait à la Nouvelle Scène rentre de bonne heure le matin pour travailler sur un projet. Et puis, en rentrant, elle entend le piano qui est en train d'être joué dans la salle de répétition. Fait qu'elle jette un coup d'œil au tableau des présences à l'entrée et elle constate qu'essentiellement, d'après le tableau des présences, il n'y a personne dans l'édifice. Mais évidemment, elle s'avance, elle se rend vers la salle de répétition qui est dans le fond de l'édifice. Et en déambulant vers la salle de répétition, le piano arrête. Elle continue de marcher, elle arrive à la salle de répétition, il n'y a personne. Elle fait le tour de l'édifice, il n'y a personne. Ça, que ce soit vrai ou pas, mais la plupart du temps, il faut que ce soit vrai, ce genre d'histoire-là, c'est le fun à raconter. Ça humanise un lieu, ça humanise les artistes. Donc ça fait partie des histoires intéressantes qui peuvent être racontées. Important aussi pour les artistes et les organismes artistiques de commencer à écouter leur public. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement mettre en œuvre tout ce que le public veut, mais au moins, en écoutant les gens, on a une petite idée de leur appréciation de notre travail et aussi peut-être d'amélioration qu'on peut faire dans notre offre, dans notre service à la clientèle, dans la façon qu'on communique avec nos publics. Puis évidemment, si on parle avec les gens, on engage un dialogue, ça nous rend toujours beaucoup plus accessible quand on parle aux gens plutôt que de se réfugier derrière notre œuvre, derrière notre lieu de diffusion. Autre chose importante aussi, c'est que l'expérience artistique de nos jours ne se limite pas à ce qui se passe sur la scène, à ce qui est accroché à un mur, à ce qui se passe entre la couverture d'un livre. Il est important de faire en sorte que quand le public se présente à un événement artistique, qu'il se sente bienvenu, qu'il y ait une interaction quelconque entre les artistes, l'organisme artistique et les publics, pour faire en sorte que quand on arrive à ces lieux-là, on sent qu'on fait partie d'une communauté élargie d'amants des arts. Enfin, l'importance de dire merci. Les gens qui assistent à un événement artistique dépensent non seulement de l'argent pour le billet, mais ils ont dépensé de l'argent sur une gardienne, un repas au restaurant, l'essence, le stationnement. Donc, souvent, la contribution des gens va bien au-delà de juste l'achat du billet. Et ça, pour les artistes et les organismes artistiques, c'est important de le reconnaître. Donc, la nouvelle tendance, qui est l'engagement du public envers les arts, et qui vient essentiellement répondre à la problématique que j'ai identifiée plus tôt, c'est-à-dire celle de l'offre qui excède la demande. Et le but de l'engagement du public envers les arts, c'est essentiellement d'augmenter la demande pour les arts. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est essentiellement avec le dialogue qu'on amorce avec le public, en l'invitant à participer à la création artistique,
en lui offrant l'opportunité de découvrir davantage comment fonctionne une compagnie de théâtre, en l'invitant à découvrir comment est-ce qu'on crée un spectacle, et aussi en lui offrant, par exemple, une formation. Je peux offrir à une personne un cours de théâtre, un cours de guitare, un cours de danse, tout simplement pour faire en sorte qu'en interagissant avec des artistes professionnels, on apprend non seulement à mieux connaître ces artistes-là, mais aussi à mieux connaître les dessous, les fondements de la discipline artistique. Plus on en connaît, plus on est familier avec quelque chose, plus on va être apte à l'adopter et à développer un intérêt qui, on espère, va être soutenu sur plusieurs années. La source de cette tendance-là, elle n'est pas seulement que canadienne. Tous les organismes artistiques, tous les artistes, qu'ils soient en Europe, n'importe où en Occident, okay? Europe, Australie, États-Unis, sont tous confrontés aux mêmes défis. Et la notion d'engagement du public envers les arts nous vient de fait d'Angleterre. Ça remonte au début des années 2000, où on a commencé à développer un petit peu le concept. Il a été raffiné beaucoup au cours des dernières années aux États-Unis, où, comme vous le savez, le financement public pour les arts est à peu près inexistant, et où la vente de billets, la vente de produits dérivés, des initiatives plus d'affaires dans le milieu des arts et de la culture font en sorte que les organismes et les artistes sont capables de survivre. Et la façon qu'ils sont capables de survivre, c'est toujours en engageant davantage le public. Comme le souligne M. Brault dans la citation qui est là, M. Brault qui est le vice-président du Conseil des arts du Canada, l'accent se met de plus en plus sur la valeur qualitative des arts. S'il y en a parmi vous qui gérez des programmes artistiques pour votre municipalité, sans doute que vous demandez à vos clients combien as-tu de spectateurs, combien as-tu de consommateurs. Vous demandez des données qui sont un petit peu plus quantitatives. Peut-être à l'avenir, une chose que vous pouvez faire, et croyez-moi, les organismes artistiques vont peut-être chigner un tout petit peu au début, mais vous allez leur rendre service. Demandez-leur de parler de l'impact de leur travail sur votre communauté. Le nombre de personnes qui ont assisté à leurs événements, mais qu'est-ce que les gens ont retiré de leur participation aux activités proposées par cet organisme artistique-là? Quelle est la valeur que le public attribue au travail de ces organismes artistiques-là? Et ça fait partie donc de cette notion de dialogue, d'échange avec le public. À l'événement Rideau, qui est un événement, essentiellement un salon professionnel des arts de la scène au Québec, Jean-Gabriel Carasso, qui est un spécialiste des politiques culturelles en France, a mentionné que maintenant, le vieux modèle de financement, présentation, etc., est vraiment fini. Lui, il a parlé de, vraiment, ça c'est un nouveau concept, l'infusion culturelle. Donc, lorsqu'on lance une activité culturelle, comment cette activité culturelle-là se répand dans la communauté? Ça revient à la question, donc, de l'évaluation qualitative des arts et de la culture, aller au-delà des chiffres. Donc, l'engagement du public envers les arts est là pour non seulement augmenter la demande, mais aussi pour démontrer au public que les arts sont présents partout dans leur vie. Il y a des gens, sans doute, que vous avez rencontrés qui vous ont dit « Ah, moi, le théâtre, ça ne m'intéresse pas, l'opéra, la danse, je veux vraiment rien savoir de tout ça. Les arts, ça ne m'intéresse pas. » Par contre, ils vont au cinéma, ils écoutent la musique, même si c'est à la radio, ils sont entourés d'œuvres architecturales dans leur environnement, ils regardent la télé. Donc, je veux dire, le cinéma, la télé prend ses sources dans le théâtre. Donc, même si tu n'es pas intéressé à quelque chose, il y a déjà des liens qui existent entre ta consommation actuelle et ce qui est disponible ailleurs dans ta communauté. S'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés aux arts, apprécient les arts, bien, ils vont être évidemment plus enclins à les appuyer, non seulement en consommant le produit, mais aussi en faisant des dons,
en achetant des produits dérivés, donc en permettant aux artistes et aux organismes artistiques d'augmenter leurs sources de financement. Et aussi, bon, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, il y a des gens qui critiquent la valeur de soutenir publiquement, donc avec des deniers publics, les arts et la culture. Si plus de gens apprécient les arts et la culture, bien, il y a une bonne chance qu'ils vont être d'accord avec le financement public des arts. Donc, on cherche à augmenter la consommation, la participation aux arts, même en découvrant, donc en m'inscrivant dans un cours, peu importe, et aussi à développer ces liens-là entre les praticiens professionnels des arts, des gens qui ont une formation, qui sont reconnus par leurs pairs, et les gens qui sont en train de découvrir aussi une discipline artistique par l'entremise de la pratique amateur. Quelques exemples de mise en pratique de ce concept de l'engagement du public envers les arts et que vous pouvez aussi ramener chez vous, peu importe la communauté que vous desservez, peu importe vos infrastructures culturelles. Quelques-uns des exemples que je vais vous présenter aujourd'hui peuvent s'appliquer à ce qui se passe chez vous. Le Musée des beaux-arts de Montréal a créé, ça c'est tout récent, des espaces éducatifs sur 2 étages pour les écoliers et les familles. Essentiellement, c'est des lieux que les gens peuvent investir pour faire des casse-têtes artistiques, découvrir des revues, faire des jeux, mais dans un environnement où tout de suite on immerge les enfants, la famille, dans l'environnement du musée. Ça amène donc des nouvelles personnes à découvrir le musée, parce que souvent, nos lieux de diffusion, pour les gens qui ne sont pas consommateurs d'art et de culture, sont un petit peu intimidants. La plupart des lieux artistiques, culturels, souvent, ont très peu de fenêtres, c'est sombre à l'intérieur. Et pour les gens qui n'ont jamais pénétré dans ces lieux-là, les lieux de diffusion peuvent être effectivement un petit peu intimidants. Donc, le Musée des beaux-arts de Montréal offre cette opportunité-là aux gens de venir découvrir leur lieu, mais à leurs conditions. Et c'est un modèle qui a été aussi utilisé aux États-Unis par d'autres musées. Donc, si vous avez un musée dans votre communauté, même la bibliothèque municipale peut être utilisée de cette façon-là si on offre quelque chose de différent. Les grands ballets canadiens à Montréal vont avoir un nouvel édifice l'année prochaine. Et en plus de servir évidemment de lieu de répétition, présentation de leur spectacle, les grands ballets ont développé tout un volet qui porte sur la danse comme thérapie, outil de santé et de sport. Et de fait, tout récemment, les grands ballets ont lancé ce qu'ils appellent le Centre national de danse-thérapie. Donc, soudainement, la danse n'est plus juste une pratique professionnelle, mais c'est aussi une façon de non seulement se tenir en forme, mais aussi de pouvoir relever, se confronter à certains défis personnels. Et évidemment, les gens qui vont participer à ces thérapies, à ces séances de mise en forme, vont le faire avec des danseurs professionnels. Donc, les gens découvrent le lieu, interagissent avec des artistes professionnels, et ce faisant, sont sans doute beaucoup plus enclins par la suite à acheter un billet pour aller voir un show. Le Musée des beaux-arts de l'Ontario et le Centre Seagull de Montréal ont mis sur pied des clubs de jeunes gens d'affaires. Vous serez content de savoir, si vous êtes situé entre 25 et 45, que vous êtes des jeunes gens. Et essentiellement, ces clubs de jeunes gens d'affaires sont des clubs de socialisation. Les gens se réunissent à un certain rythme, d'habitude c'est mensuel. Il y a des présentations qui leur sont destinées, mais ça se déroule donc dans le lieu de diffusion. Les gens sont entourés d'affiches de spectacles, d'œuvres d'art, et donc c'est une façon encore d'attirer un public différent dans un lieu de diffusion et de démontrer aussi que les lieux de diffusion ne sont pas juste limités à une fonction précise, mais peuvent être utilisés pour faire un paquet d'autres choses aussi, qui les rendent beaucoup plus accessibles. Le Théâtre du Nouvel-Ontario à Sudbury, qui est un de mes clients, organise depuis à peu près 40 ans
une production annuelle communautaire. Donc, ce sont des comédiens amateurs, des gens qui souvent font du théâtre pour la première fois de leur vie, qui vont monter une production avec une metteur en scène professionnelle, concepteur de décors professionnels, concepteur de costumes professionnels, éclairage professionnel, etc., etc. Donc, ça leur permet de découvrir les coulisses du théâtre, les coulisses d'une production. Évidemment, la production communautaire amène beaucoup de nouvelles personnes au TNO, parce que là, c'est les parents, amis, collègues qui viennent voir le spectacle, parce qu'ils ont des amis sur scène. Donc, ça amène une toute autre nouvelle clientèle. Et les gens qui participent au spectacle peuvent ensuite parler de leur expérience dans leur entourage. Et ça aide donc à diffuser une image tout à fait différente d'une compagnie de théâtre professionnelle. Un dernier exemple, le Doug Verone and Dancers de New York. Ce que M. Verone fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle production, d'une nouvelle chorégraphie en développement, il invite le public à venir assister à une séance de formation à travers laquelle il passe à travers tout le développement de l'œuvre. Pourquoi on a décidé de faire ça? Pourquoi on a fait qu'est-ce qu'on essaie de dire? Pourquoi on a fait la sélection de cette musique-là, de ces costumes-là? Et il y a une interaction qui se fait avec le public, et ensuite, il y a la présentation de l'œuvre au complet. J'achève. Les villes. Vous êtes essentiellement une communauté d'étrangers, des gens qui décident de se regrouper. Pas tout le monde connaît tout le monde. Si vous vivez dans une petite communauté, comme moi j'ai déjà vécu, on connaissait beaucoup de monde. Mais la plupart du temps, on ne connaît pas nos voisins. Vous êtes, de fait, un rassemblement de communautés de communautés. Donc, les arts vous offrent l'occasion de pouvoir rassembler les membres de votre communauté autour d'événements, d'activités rassembleuses. Les arts peuvent être un outil d'intégration s'ils sont bien menés. Et évidemment, ça peut mobiliser les gens à mieux découvrir et mieux apprécier votre communauté. Vous avez des préoccupations communes avec le milieu des arts et de la culture. Vous aussi, vous cherchez à diversifier vos revenus, okay? En attirant des nouvelles entreprises, plus de citoyens, plus de commerce, etc., plus de projets économiques. Vous êtes aussi confronté aux mêmes défis sociodémographiques que vos clients ou organismes et artistes locaux. Et enfin, vous voulez contribuer, au même titre que les arts et la culture, à la qualité de vie de vos citoyennes et de vos citoyens. J'assistais récemment à une discussion entre des élus municipaux et des gens des arts et de la culture. Et les gens des arts et de la culture voyaient les municipalités comme essentiellement une source de revenus. Et les gens des municipalités, oui, on apprécie les arts et la culture, mais on a un paquet d'autres priorités. Il faut paver les rues, réparer les égouts, etc., etc., etc. Et c'était donc un petit peu un dialogue de sourds. Est-ce qu'il est possible d'entamer un dialogue avec vos organismes artistiques locaux autour d'enjeux sociaux, économiques que vous partagez? Est-ce qu'il est possible de joindre des organismes artistiques à vos délégations qui se promènent ici et là à travers le pays et même au-delà pour attirer des nouvelles entreprises, pour vous aider à promouvoir votre communauté comme un lieu, comme une destination intéressante? Je vous raconte un exemple. Une personne d'affaires qui cherchait à resituer son entreprise, qui a rencontré à un moment donné par accident quelqu'un qui habitait à Timmins, dans le nord de l'Ontario. Et la personne lui parlait sans savoir que la personne d'affaires avait cette volonté, cette intention-là de déménager, et qui lui parlait de Timmins et de la présence d'un orchestre symphonique qui était aussi constitué de praticiens professionnels, mais qui ne faisaient pas nécessairement de la musique à temps plein. Notre homme d'affaires faisait de la musique. Et le simple fait d'apprendre que l'orchestre symphonique local pouvait peut-être l'accueillir et qu'il pouvait se joindre à l'orchestre symphonique a fait la différence. Il a déménagé son entreprise à Timmins.
quelques suggestions de lecture en terminant. Je vous ai parlé de Simon Brault, Le facteur C, L'avenir passe par la culture, qui a aussi été traduit en anglais. Le bouquin de Doug Borwick, Building Communities, Not Audiences, qui devrait aussi beaucoup vous intéresser. Et M. Brault et M. Borwick abordent beaucoup des thématiques que j'ai présentées ici ce matin. Et enfin, vous êtes déjà familier avec l'étude la plus récente de Kapakoa, qui est une source aussi d'informations très importante qui peut vous être très utile. Merci beaucoup.